Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. La trahison. Cet acte insidieux capable de briser une âme, de réduire en cendres des années de confiance et d'amour. Lorsqu'elle vient d'un être cher, elle n'épargne personne, pas un couple, pas une famille, et encore moins les triangles amoureux où passion et douleur s'entrechoquent. Parfois, elle ne laisse derrière elle que le silence, ou un crime. David Harris en était l'exemple parfait. Pendant des années, cet homme avait réussi là où tant d'autres échouent. Il était devenu un orthodontiste de renom, respecté dans tout le Texas, un homme accompli, brillant dans son domaine. Sa femme, Clara, n'était pas en reste. Elle aussi avait fait carrière en tant que dentiste et jouissait d'une réputation solide. Leur vie avait des airs de contes de fées, deux esprits ambitieux, deux carrières florissantes, une famille enviée. Les Harris incarnaient ce rêve américain auquel tant aspirent. La prospérité, une belle maison dans un quartier chic, des enfants adorables, une vie parfaite. Mais derrière chaque façade impeccable, il y a toujours un placard. Et dans ce placard, des secrets, des mensonges, des squelettes prêts à tomber. David Harris est né et a grandi au Texas, un pur produit du Sud, bercé par des valeurs familiales solides. Après ses études secondaires, il a intégré la faculté de médecine, déterminé à réussir. Son objectif était clair, devenir médecin. Pour y parvenir, il s'est investi corps et âme dans ses études. Il étudiait sans relâche, au point que même ses amis s'émerveillaient de sa discipline presque obsessionnelle. Mais David n'était pas qu'un rat de bibliothèque. Il savait aussi profiter de la vie. Il aimait rire avec ses proches, sortir avec sa bande d'amis et s'offrir quelques escapades nocturnes pour décompresser. Un équilibre parfait, disait-on. Diplôme en poche, David a pourtant choisi un autre chemin. La médecine, trop vaste, trop éloignée de son véritable rêve. Il s'est alors tourné vers la dentisterie, une voie qui lui a permis de mêler précision, ambition et rentabilité. Un choix stratégique. Après des années d'efforts et de sacrifices, sa carrière a explosé. David Harris était devenu LE dentiste dont on parlait dans les soirées mondaines. Ses clients venaient de partout pour ses soins impeccables. Sa réputation n'était plus à faire. David Harris était un homme qui marquait les esprits. Son charisme naturel lui ouvrait toutes les portes et sa capacité à apaiser chaque patient en un simple sourire lui conférait un talent presque magnétique. Ses clients se sentaient compris, pris en charge et surtout en sécurité. Mais derrière ce professionnel accompli se tenait une femme tout aussi impressionnante, Clara Suarez. Clara est née loin des vastes plaines texanes, sous le soleil brûlant de la Colombie. Aînée d'une fratrie de 4 enfants, elle a grandi dans une famille modeste où l'éducation et le travail acharné étaient des valeurs sacrées. Ses parents, bien que dépourvus de fortune, avaient su lui transmettre une leçon inestimable. La réussite ne tombe pas du ciel, elle se construit à la sueur de son front. Clara, jeune fille belle et déterminée, n'avait rien laissé au hasard. Elle avait même flirté avec les podiums, participant à plusieurs concours de beauté où son charme indéniable lui avait valu quelques couronnes et une poignée de trophées. Une beauté de façade, certes, mais un esprit aiguisé. Elle avait poursuivi des études de dentisterie dans une prestigieuse université colombienne. Pourtant, ses ambitions dépassaient largement les frontières de son pays natal. Clara rêvait de grandeur et pour elle, cette grandeur se trouvait aux États-Unis. Alors, à 20 ans à peine, elle a tout quitté pour s'envoler vers l'Amérique. C'était le milieu des années 1980. L'Amérique l'a accueillie, mais avec ses conditions. Le rêve américain a ses barrières, et Clara a vite réalisé que ses diplômes sud-américains n'étaient pas reconnus. Elle a dû recommencer, reprendre des études, se battre pour sa place. Elle a atterri au Texas, cet État où elle pensait ne faire qu'une halte temporaire. Mais la vie est imprévisible. Le Texas l'a adoptée. Là-bas,
elle a repris le chemin des études avec une détermination farouche, toujours portée par ce rêve de pratiquer en privé, d'ouvrir son propre cabinet. Seulement voilà, au début, le manque d'expérience était une pierre dans sa chaussure. Les débuts sont toujours ingrats. Et puis, elle a rencontré David Harris. Le destin a parfois une manière étrange de tisser ses fils. Entre David et Clara, la connexion a été immédiate. Ils avaient tant en commun qu'il semblait presque écrit qu'ils se croisent. Un hasard? Peut-être? Une évidence? Certainement. David a pris Clara sous son aile. Elle a commencé à travailler pour lui, d'abord en tant qu'assistante, presque comme une élève attentive, cherchant à absorber chaque geste, chaque technique. Mais David ne l'a pas laissé stagner. Grâce à lui, grâce à son soutien et à son ambition commune, la clinique privée s'est agrandie, et avec elle, Clara s'est épanouie. Elle est devenue orthodontiste, une professionnelle à part entière, respectée à son tour. David et Clara Harris semblaient bénis par Dieu, beaux, charismatiques, ambitieux, deux âmes marchant dans la même direction, main dans la main, vers une réussite éclatante. Leurs proches ne pouvaient s'empêcher de le dire encore et encore. Quelle chance ils avaient de s'être trouvés dans cette vaste foule qu'est la vie. À peine un an après leur rencontre, comme si tout était évident, David et Clara ont décidé de se marier. Et pas n'importe quel jour, ils ont échangé leurs vœux le jour de la Saint-Valentin, en 1992, symbole ultime de leur amour, un amour qui semblait inébranlable. Mais David n'est pas venu seul dans ce mariage. Il traînait avec lui les vestiges d'une première union. Une fille, Lindsay, qu'il avait eue de son précédent mariage et qui vivait avec lui. Pour beaucoup, ce genre de situation crée des tensions. Mais pas pour Clara. Non, Clara a su tisser avec Lindsay un lien sincère et chaleureux. Elles passaient du temps ensemble, riaient, partageaient des moments complices. Clara n'était pas seulement une belle-mère, elle était devenue une amie. Pendant ce temps, leur vie professionnelle explosait. Dès les années 90, la clinique familiale était en plein essor. Le cabinet dentaire prospérait tellement qu'ils ont dû embaucher plus de spécialistes. Une réussite fulgurante, alimentée par leur ambition commune et leur détermination sans faille. Leur clinique se situait dans l'un des quartiers les plus huppés de Houston, à Friendswood, une communauté prospère où la crème de la crème venait chercher des soins et où les Harris avaient élu domicile. Ils vivaient dans la maison de leurs rêves, une demeure luxueuse où chaque détail transpirait le succès. À cela s'ajoutait un parc de voitures de prestige, des véhicules que beaucoup n'osaient même pas imaginer posséder. Tout semblait leur sourire. Tout. Pour Clara, cependant, il manquait une pièce à ce tableau parfait. Depuis toujours, elle rêvait d'être mère. Mais parfois, même la plus belle des réussites est ternie par un obstacle inattendu. Clara ne pouvait pas tomber enceinte. Un problème de santé, injuste et cruel, l'avait empêchée de réaliser ce rêve pendant plusieurs années. Mais les Harris ne reculaient devant rien. Ils se sont battus. Pendant des années, ils ont multiplié les visites dans un centre médical de planification familiale, s'accrochant à l'espoir que leurs vœux seraient exaucés. Et un jour, le miracle a eu lieu. Clara est tombée enceinte. La joie a été décuplée lorsqu'ils ont appris qu'ils attendaient des jumeaux. 2 garçons qu'ils ont nommés Brian et Bradley. Leur arrivée a comblé ce vide que Clara ressentait depuis si longtemps. Désormais, tout semblait parfait. Un mariage envié, une carrière florissante, des enfants adorés. Mais rappelez-vous, les plus belles apparences cachent parfois les fissures les plus profondes, et les fissures finissent toujours par céder. Derrière le rideau doré du bonheur, une ombre grandissait. Une trahison. À cette époque, David Harris, l'homme au charisme éclatant, menait une liaison secrète avec Gail Bridges, une femme de 39 ans, mère de 3 enfants. C'est elle qui a su faire tourner la tête de cet homme que tant de gens respectaient. Tout avait commencé lorsque Clara s'était éloignée de la clinique pour donner naissance aux jumeaux et se consacrer à leur éducation. Une pause bien méritée mais qui allait ouvrir la porte à un poison silencieux. Un poste d'assistante s'était libéré pour soulager David. Parfait timing pour la mauvaise personne. Gail, fraîchement divorcée après près de 15 ans de mariage, cherchait à reconstruire sa vie. En 2001, elle était tombée sur une annonce publiée par la clinique des Harris. Une simple offre d'emploi, mais qui allait bouleverser 3 vies. Gail connaissait déjà le domaine dentaire, elle avait de l'expérience,
Elle paraissait idéale sur le papier et encore plus en personne. Lors de l'entretien, David l'avait immédiatement remarquée. Elle était douce, sociable, agréable. Un contraste saisissant avec Clara qui, à ce moment-là, faisait face aux réalités brutales du postpartum. Nuit blanche, kilos en trop, fatigue chronique. Elle s'efforçait de retrouver son équilibre, mais ce genre de combat prend du temps. Un temps que David n'avait manifestement pas envie d'accorder. Absorbée par ses enfants, Clara n'avait d'yeux que pour ses jumeaux. Et David? David se sentait invisible. Il n'hésitait pas à le confier à quelques amis, se plaignant de cette place secondaire qu'il n'avait pas choisie. Gail, elle, avait tout d'une bouffée d'air frais, souriante, attentive, et surtout disponible. Leur relation a commencé prudemment sous les apparences innocentes de simples collègues. Puis, ils sont devenus amis. Amis, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. La tentation a gagné. Fin février 2002, David a proposé à Gail de déjeuner dans un restaurant local. Elle a accepté sans hésiter. Ce premier repas a marqué le début d'une liaison qui n'avait rien d'innocent. Mais David, en homme sûr de lui, imprudent, selon le point de vue, ne prenait même pas la peine de dissimuler ses pas. Il emmenait Gail dans le même restaurant où il avait autrefois l'habitude de déjeuner avec sa femme. Un détail qui allait coûter cher. Rapidement, leur comportement est devenu une habitude remarquée. Car soyons honnêtes, dans un quartier où tout le monde connaît tout le monde, changer de partenaire aussi ostensiblement ne passe jamais inaperçu. Le début de la fin. 4 mois plus tard, début juillet 2002, le scandale a éclaté. La vérité a fini par remonter à la surface, au pire moment possible. Des employés de la clinique ont surpris David et Gail en plein acte intime, sur leur lieu de travail. Une humiliation publique que David a tenté d'étouffer. Il a supplié que l'incident ne s'ébruite pas. Mais c'était trop tard. L'erreur fatale de David, c'était son arrogance. Il avait pris trop de risques, laissé trop de traces. Le même ordinateur domestique qu'il partageait avec sa femme contenait des échanges explicites. Des messages qui ne laissaient aucun doute sur la nature de sa relation avec Gail. Quelques jours plus tard, la vérité a explosé sous les yeux de Clara. En fouillant l'ordinateur familial, elle est tombée sur leurs échanges. Des mots tendres. Des confessions inavouables. Le monde s'est arrêté. Son cœur s'est serré. Mais Clara n'a pas crié. Elle n'a pas fait de scène. Elle a contenu cette tempête silencieuse, fermement déterminée à sauver son mariage. Accuser David? Non. Cela ne servirait à rien. À ses amis, elle s'est confiée entre 2 sanglots retenus. Elle se sentait trahie, humiliée, mais aussi coupable. Clara pensait qu'elle avait sa part de responsabilité. Après tout, elle avait consacré tout son temps aux jumeaux, délaissant sans le vouloir son mari. Une femme qui porte le poids du monde sur ses épaules, même lorsqu'elle n'en est pas responsable. De son côté, David semblait jouer le jeu de la rédemption. Il jurait que rien de grave n'était arrivé. Ce n'était que des baisers, répétait-il, des mots vides, mais suffisants pour rallumer une étincelle d'espoir chez Clara. Pour tenter de reconstruire ce qu'ils avaient détruit, les Harris sont partis en Jamaïque. Une escapade censée guérir les plaies invisibles. Sous les palmiers et le ciel azur, ils ont parlé, pleuré, promis de tout surmonter. David a juré qu'il romprait avec Gail. Clara, elle, voulait la licencier, écarter le problème, repartir à zéro. À leur retour, tout semblait rentrer dans l'ordre. David passait plus de temps à la maison. Il riait avec les enfants, posait des gestes d'affection envers Clara. Il affichait même des preuves de sa bonne foi. « Regarde, Clara, j'ai mis une annonce pour trouver une remplaçante à Gail. Un jeu d'acteur impeccable, un masque bien ajusté. » Mais tout cela n'était qu'un tissu de mensonges. En réalité, David continuait à voir Gail. Il l'avait prévenu. « On nous a découvert. On doit être prudent. Une précaution hypocrite pour une passion incontrôlable. » Pire encore, David s'est confié à plusieurs collègues proches. Il leur a avoué être perdu, déchiré entre 2 vies. Clara, sa femme loyale, mère de ses enfants. Gail, sa maîtresse, qui l'enivrait et le faisait se sentir vivant. David ne voulait pas choisir. Il ne pouvait pas. Il aimait son confort familial, refusait l'idée d'une séparation qui déchirerait sa vie en 2. Les biens, la garde des enfants, le scandale. Mais il ne voulait pas non plus renoncer à Gail. Il la désirait. Il en était amoureux.
un homme prisonnier de sa propre lâcheté. Les collègues de David lui conseillaient de rentrer dans le rang, de laisser Gail derrière lui. Reviens vers Clara. Sauve ce qui peut l'être. Des paroles qu'il écoutait sans vraiment les entendre. Il réfléchissait. Il hésitait. Et pendant ce temps, Clara ignorait tout. Elle croyait encore au changement, à la guérison. Autour d'eux, le silence tuait. Les employés de la clinique voyaient, ils savaient, mais personne n'a osé intervenir. Par lâcheté, par peur, peut-être. Mais ce silence a nourri l'incendie. Chaque mensonge, chaque rencontre secrète ajoutait du bois sur ce bûcher invisible. Et un jour, tout a explosé. Le drame que personne n'avait voulu empêcher s'est finalement déroulé dans le sang. Comme si, au fond, tout cela était inévitable. Le matin du 17 juillet 2002, un dialogue banal a pris une tournure inquiétante. Clara, d'une voix calme mais lourde de sous-entendus, a demandé à David « Est-ce que tu m'aimes ?» Une question simple, presque innocente. Mais dans les circonstances, elle avait le poids d'une bombe. David a marqué une pause. Une minuscule hésitation, mais une éternité pour Clara. Ce silence, ce trou noir de quelques secondes, a suffi à fissurer un peu plus ce qu'il restait de leur relation. Clara a senti qu'il cachait quelque chose. Elle a vu la peur dans ses yeux, celle d'un homme pris au piège, incapable de savoir si cette question était une intuition de sa femme ou une preuve qu'elle savait tout. La tension est montée en flèche. Clara a exigé des réponses et le soir même, sous le poids de l'évidence, David a tout avoué. Oui, il continuait à voir Gail. Non, il n'avait pas mis fin à leur liaison. Pire encore, il a confessé qu'ils avaient des relations intimes jusqu'à 3 fois par jour. Clara a craqué. La femme forte et déterminée s'est effondrée en larmes, une douleur brute éclatante en sanglots. Mais dès le lendemain, elle a repris le contrôle. Clara était prête à se battre. Elle a appelé Gail et, d'une voix glaciale, lui a annoncé son licenciement immédiat. David n'a pas protesté. Il savait qu'il était allé trop loin. Et pour une fois, il s'est tu. Dans les jours qui ont suivi, Clara, brisée mais tenace, a pris son téléphone à plusieurs reprises. Elle a appelé Gail, l'accusant sans détour d'avoir détruit sa famille, d'avoir volé son bonheur. Pourtant, malgré cette rage, elle ne voulait pas lâcher son mari. Pas encore. Un soir, lors d'un dîner, Clara a posé la question qui brûlait ses lèvres. « Qu'est-ce que je peux changer, David ? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu n'aies plus envie d'aller voir ailleurs ?» David a baissé la tête et a murmuré la vérité, une vérité cruelle, tranchante. Il se sentait abandonné. Selon lui, depuis la naissance des jumeaux, Clara s'était consacrée à ses enfants, oubliant son rôle d'épouse. Il a avoué qu'il n'acceptait pas son corps post-grossesse, qu'il regrettait cette silhouette qu'il admirait autrefois. Des mots qui ont poignardé Clara au cœur, mais elle n'a pas cédé. « Je vais tout arranger », a-t-elle promis, les yeux pleins de détermination. Clara était prête à tout sacrifier pour sauver ce mariage. Pour elle, être une femme idéale et une mère parfaite était devenu un combat. Les semaines suivantes, Clara s'est métamorphosée. Elle a changé son apparence, transformant sa douleur en action. Elle a engagé un entraîneur personnel, s'est inscrite dans une salle de sport, fréquentait le solarium, les salons d'esthétique, les coiffeurs. Chaque jour, elle revenait avec une nouvelle coiffure, une manucure impeccable. Clara se préparait même à subir des opérations esthétiques. Elle ne ménageait aucun effort. Elle voulait redevenir celle que David aimait autrefois. David semblait impressionné. Il voyait ses efforts et, pour la première fois depuis longtemps, il souriait. Il lui a promis qu'il allait mettre fin à sa liaison. Il lui a même confié qu'il allait rencontrer Gail une dernière fois pour officialiser la rupture. « Je pourrais la quitter par téléphone », a-t-il dit, presque nonchalamment. Mais Clara, cherchant à le croire une dernière fois, avait répondu « Non, fais-le en personne. L'essentiel, c'est que ce soit terminé. » La rencontre finale avec Gail a été fixée au soir du 24 juillet 2002, mais Clara, blessée, méfiante, ne pouvait plus lui faire confiance. Elle a engagé un détective privé pour suivre David et Gail. Elle a payé une semaine entière de surveillance, qui a commencé 3 jours avant le fameux dîner. Pendant 2 jours, tout semblait calme. Rien d'étrange ne s'était produit. Gail n'était pas apparue à la clinique. David, de son côté, semblait presque trop parfait.
Il rentrait directement chez lui après le travail, parlait sincèrement de la rupture imminente. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. Et ça l'était. Enfin, le soir tant attendu est arrivé. Ce jour-là, Clara a tout planifié. Rien n'a été laissé au hasard. Avec une précision froide, elle a emmené Lindsay, sa belle-fille de 17 ans, faire du shopping. Un moment en apparence ordinaire, un rituel entre elles, comme cela arrivait souvent. Mais cette sortie n'était pas innocente. Clara voulait observer, guetter, voir de ses propres yeux. Depuis quelques semaines, Clara s'était offert une nouvelle garde-robe, plus colorée, plus séduisante, destinée à rallumer l'étincelle dans les yeux de son mari. Elle se montrait forte, souriante, comme si tout allait bien. Lindsay, elle, n'y avait vu que du feu. Pendant qu'elles arpentaient les allées des magasins, rien dans l'attitude de Clara ne trahissait la tempête qui grondait en elle. Sur le chemin du retour, Clara a pris un détour. Près de ce fameux restaurant où David devait, théoriquement, mettre fin à sa liaison, elle a ralenti, scruté, observé. Plusieurs tours du parking, les yeux rivés sur chaque voiture. Mais rien. Pas de trace de la voiture de David. Pas de signe de Gail. Le doute s'est transformé en rage. Tout cela semblait trop étrange. Clara a pris une décision immédiate. Elle s'est dirigée vers la maison de Gail. Mais là aussi, vide. Pas de voiture, ni celle de David, ni celle de sa maîtresse. La colère montait. Clara, brûlante d'une fureur qu'elle ne pouvait plus contenir, a saisi son téléphone et a appelé le détective privé. Où est-il? Je veux savoir où est mon mari maintenant. Le détective, calme mais ferme, a confirmé que David n'était pas au restaurant. Mais selon les règles strictes de l'agence, il ne pouvait pas révéler sa localisation exacte en temps réel. Trop dangereux, trop imprévisible. Clara a hurlé dans le téléphone, exigeant ce pourquoi elle avait payé. « Je veux la vérité. Vous entendez? La vérité !» Clara perdait pied. Elle appelait, rappelait, encore et encore, insistait. Finalement, un employé, peut-être déstabilisé par son acharnement, a fini par lâcher un indice. David et Gail avaient été repérés dans un hôtel. Mais quel hôtel? Là-dessus, silence total. Mais Clara n'avait pas besoin d'une adresse. Elle connaissait son mari. Elle connaissait ses habitudes, ses souvenirs. Il n'y avait qu'un seul endroit où David aurait pu emmener sa maîtresse, l'hôtel où ils avaient célébré leur réception de mariage 10 ans plus tôt. Ironique, n'est-ce pas? Lorsqu'elle est arrivée, son intuition s'est confirmée. La voiture de David était là, dans le parking, garée sagement, comme une signature éclatante de sa trahison. À côté, la voiture de Gail, preuve irréfutable de ce qui se tramait à l'intérieur. La rage de Clara a éclaté. Elle a attrapé les essuie-glaces des deux voitures et les a arrachés avec une force décuplée par sa colère. Puis, sans perdre une seconde, elle s'est dirigée vers l'entrée de l'hôtel. Lindsay, qui assistait à la scène, refusait de rester en arrière. La jeune fille a suivi sa belle-mère, silencieuse mais déterminée. À la réception, Clara, les yeux flamboyants, a exigé de voir s'il y avait une chambre au nom de David Harris ou Gail Bridges. Mais rien. Pas un nom. David avait couvert ses traces. Il avait payé en liquide, réservé sous un nom fictif. Un complot parfait. Mais le parking avait déjà parlé. Clara savait. Dans le hall de l'hôtel, la tension était insoutenable. Clara et Lindsay ont fouillé les toilettes, se sont assises, se sont levées. Elles guettaient. Elles espéraient le voir apparaître. Mais combien de temps allaient-elles attendre? L'horloge semblait se moquer d'elle. Les secondes s'étiraient à l'infini. Puis Lindsay, dans un mélange de désespoir et de colère, a décidé d'accélérer les choses. Elle a pris son téléphone et appelé son père. « Papa, les jumeaux ont de la fièvre. Il faut que tu rentres. Vite !» Sa voix tremblait, mais elle restait crédible. De l'autre côté, David a mordu à l'hameçon. Il a promis qu'il serait là bientôt. Le piège était en place. Le calme avant la tempête. Quelques minutes plus tard, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Comme une scène sortie d'un cauchemar, David Harris est apparu, bras dessus, bras dessous avec Gail. Ils riaient doucement, échangeant des mots légers, totalement inconscients de l'orage qui les attendait. Leur insouciance était une gifle pour Clara, qui les regardait, immobile mais bouillonnante de rage. Puis, tout a basculé. Clara et Lindsay se sont précipités vers eux comme deux furies.
Clara, ivre de colère, s'est jetée sur Gail. Elle a saisi ses vêtements et les a déchirés, les morceaux de tissu volant autour d'elle comme les vestiges d'une dignité piétinée. Les coups pleuvaient. Des coups de poing, des coups de sac à main. Gail criait, tentant vainement de se protéger, tandis que Lindsay hurlait à son tour. « Je te déteste, tu as détruit notre famille !» La jeune fille, les yeux embués de larmes, essayait elle aussi de frapper la maîtresse de son père. Le chaos était total. Les employés de l'hôtel sont intervenus, mais il leur a été presque impossible de les séparer. Clara était hors d'elle. On dit que dans ces moments-là, la colère prend le contrôle du corps, annihile toute raison. Et Clara, cette femme autrefois douce et déterminée, n'était plus que rage pure. David a finalement réussi à se dégager de la mêlée. Il a saisi sa femme et l'a repoussée, se plaçant entre elle et Gail, une décision qui a mis le feu aux poudres. À cet instant précis, Clara a compris. Il prenait le parti de l'autre femme. La rage dans ses yeux s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux, une folie froide. Gail, tremblante, a été escortée jusqu'à sa voiture par les employés. Pendant ce temps, David subissait les hurlements de sa femme et les insultes de sa fille. Mais Clara n'a pas attendu. Elle a tourné les talons, entraînant Lindsay avec elle, et elles sont montées dans la Mercedes. Une fois à l'intérieur, tout a éclaté. Clara a crié, hurlé, frappé le volant avec ses poings. Lindsay pleurait, tentait de la calmer, mais elle aussi était dévastée. Le père qu'elle avait idolâtré venait de trahir sa confiance de la pire des manières. Puis, Clara s'est figée. Elle a levé les yeux et a regardé à travers le pare-brise. Là, sous les lumières froides du parking, David se tenait à côté de la voiture de Gail, penché vers la fenêtre du côté conducteur. Il parlait à sa maîtresse, visiblement pour s'assurer qu'elle rentre chez elle en sécurité. L'image du traître. Plus tard, Clara décrirait ce moment comme si un voile rouge avait couvert ses yeux. Une rage primitive, incontrôlable, s'était emparée d'elle. Elle a appuyé sur l'accélérateur. La Mercedes a bondi en avant, percutant le flanc de la voiture de Gail, avec une violence inouïe. David a été projeté à plusieurs mètres. Son corps a atterri lourdement sur le bitume, inanimé. Dans la voiture, Lindsay hurlait « Arrête, Clara, arrête, tu vas le tuer !» Mais Clara n'entendait plus rien. Elle a tourné le volant, accéléré à nouveau, et a écrasé David alors qu'il tentait de se relever. Le bruit sourd du choc a résonné dans le parking comme une sentence irrévocable. Les témoins diraient plus tard que Clara avait fait plusieurs tours autour du corps de son mari, les yeux fous, comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle venait de faire. Enfin, elle a freiné brusquement. Le silence est retombé, lourd, macabre. Lindsay a bondi hors de la voiture. La colère, la douleur, tout s'est mêlé dans un geste désespéré. Elle s'est précipitée vers le côté conducteur et a frappé Clara au visage d'un coup de poing violent. Puis elle s'est effondrée sur l'asphalte, sanglotant près du corps de son père, criant son nom entre deux sanglots. « Papa! Réveille-toi, papa !» Clara, sonnée, est sortie de la voiture à son tour. Elle s'est approchée de David, son visage déformé par l'incompréhension. Elle s'est agenouillée près de lui, tenant sa tête ensanglantée dans ses bras, et s'est mise à supplier « Respire, David. Je t'en prie, respire. » Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard. Mais il était trop tard. David Harris, cet homme dont la double vie avait tout précipité, était mort sur le coup. Avant l'arrivée de la police, Clara a tenté de s'enfuir, mais elle a été rapidement retrouvée et arrêtée dans la nuit. Aux enquêteurs, elle a juré qu'elle ne voulait pas tuer son mari, qu'elle avait agi sous le coup de la colère, qu'elle voulait seulement le punir. Mais la vérité, elle, n'était plus entre ses mains. Car cette nuit-là, l'agence de détectives privée, celle-là même que Clara avait engagée pour espionner son mari, avait tout filmé, chaque instant, chaque choc, chaque tour de parking. Les enregistrements étaient sans appel. Clara n'avait pas perdu le contrôle dans un accès de rage unique. Elle avait fait 3 tours autour du parking. 3. Un acte qui, pour les autorités, ressemblait moins à un accident qu'à une exécution. L'autopsie a révélé un détail inattendu. Contrairement à ce qu'avaient suggéré les témoins, le corps de David Harris ne portait qu'une seule marque d'écrasement. Une seule. Cette conclusion allait semer le doute et enflammer les débats au tribunal. Très vite, Clara Harris a été surnommée la tueuse au Mercedes. Le titre était brutal, accrocheur, taillé sur mesure
pour des médias avides de sensationnel. En l'espace d'une nuit, l'affaire a explosé. Chaque chaîne d'information, chaque journal, les détails croustillants, la méthode d'attaque, le triangle amoureux, la richesse du couple et surtout la présence de Lindsay, la fille de David, au cœur du drame, avaient captivé tout le pays. Car cette histoire avait tout pour faire frémir l'Amérique. Un couple fortuné, respecté, à la tête d'une entreprise florissante, réduite en miettes par la jalousie et la rage, une épouse blessée, un mari infidèle, une maîtresse humiliée, une adolescente dévastée. Les rôles étaient définis, les spectateurs captivés. En février 2003, le procès de Clara Harris s'est ouvert sous les projecteurs. Le parquet n'a pas mâché ses mots. Pour eux, le recours à une agence de détectives privée n'était pas un simple acte de curiosité. Non, c'était le premier acte d'un plan soigneusement élaboré. Une femme dévorée par la jalousie, une épouse trahie, consumée par le désir de vengeance, a tonné l'accusation. Ils ont insisté sur un point clé. Clara avait eu le temps de se calmer. Après l'altercation violente dans le hall de l'hôtel, elle aurait pu reprendre le contrôle. Mais elle ne l'a pas fait. Pour eux, l'attaque ne pouvait être que délibérée. 3 tours du parking. 3. Une voiture comme une arme, lancée à pleine vitesse pour écraser son mari et ne lui laisser aucune chance de survie. Le témoignage le plus poignant est venu de Lindsay, la fille de David. À seulement 17 ans, elle a pris la barre pour raconter ce qu'elle avait vu ce soir-là. Sa voix tremblante a résonné dans la salle d'audience. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Je lui ai dit d'arrêter. Mais elle n'entendait rien. Clara était hors d'elle, comme si elle était assoiffée de sang. Lindsay a décrit cette nuit comme un cauchemar éveillé. Elle avait vu son père projeté au sol, impuissant, tandis que Clara continuait, implacable. La défense, quant à elle, a choisi une autre approche. Clara n'était pas une meurtrière, plaidait-il. C'était une femme brisée, victime d'un choc émotionnel insurmontable. Un acte involontaire. Ils ont fait défiler les témoins, amis et proches, qui connaissaient Clara la femme, Clara la mère, Clara l'épouse, une travailleuse acharnée, une femme aimante, prête à tout pour sauver son mariage, même face à l'humiliation. Ils ont raconté comment, après avoir découvert la liaison de David, elle avait choisi de pardonner. Elle s'est battue, disait-il. Elle a changé pour lui. Elle avait suivi des régimes stricts, embauché un coach, fréquenté les salons d'esthétique. Elle se levait tôt, s'entraînait sans relâche, se faisait belle, tout cela pour l'homme qu'elle aimait. Elle attendait même une opération esthétique pour retrouver la silhouette qu'il semblait regretter. Pour David, elle s'était transformée en épouse modèle, même lorsque son cœur saignait encore de la trahison. En février 2003, Clara Harris a été reconnue coupable de meurtre au second degré. Une condamnation qui a provoqué un véritable séisme. Elle a écopé de 20 ans de réclusion, la peine maximale selon la loi texane, avec une amende de 10 000 $ pour la famille de David. Pourtant, cette sentence a divisé l'opinion publique. Trop clémente pour certains, qui voyaient dans les 3 tours du parking un acte impardonnable, une exécution délibérée. Trop sévère pour d'autres, qui percevaient une femme dévastée, accablée par la douleur d'une trahison humiliante. Même les jurés avaient été troublés, influencés par les récits poignants de la défense. Clara, disait-il, était une épouse dévouée qui avait tout sacrifié pour sauver son mariage. Mais le choc émotionnel avait tout emporté. Le jour du verdict, ironie du destin, aurait marqué le 11e anniversaire de mariage du couple. Une tragédie dans la tragédie. Depuis sa cellule, Clara Harris a accordé plusieurs interviews. Le ton était réfléchi, presque lucide. Elle réalisait, disait-elle, que sa véritable revanche aurait été bien plus simple. J'aurais dû demander le divorce, prendre tout ce qu'il chérissait. Mais ces paroles sonnaient-elles comme un regret sincère ou une nouvelle manœuvre médiatique? Beaucoup en doutaient. Pendant son incarcération, Clara s'était tournée vers la rédemption, traduisant des livres en braille pour les malvoyants. Une tentative pour redorer son image? Peut-être. Ce qui était certain, c'est que Clara Harris, la tueuse au Mercedes, continuait à fasciner. Le 11 mai 2018, après 15 ans derrière les barreaux, Clara a bénéficié d'une libération conditionnelle. À 60 ans, souriante et rayonnante, elle est apparue sur plusieurs plateaux télévisés, prête à écrire une nouvelle page de sa vie.
Mais là encore, le doute planait. Était-ce une réinvention sincère ou simplement un spectacle pour les caméras? Un détail a particulièrement retenu l'attention. Peu après sa libération, Clara a contacté l'agence de détectives privés pour réclamer une partie de l'argent qu'elle avait avancé pour surveiller son mari. Une requête glaciale, presque absurde. Après tout, le meurtre avait eu lieu au bout de 3 jours, alors que la surveillance était prévue pour une semaine entière. Comme si Clara cherchait encore à régler ses comptes. Aujourd'hui, nul ne sait si Clara a réussi à renouer avec ses enfants, ces jumeaux qu'elle voulait tant protéger. L'histoire de Clara Harris demeure un avertissement brutal. Même les personnes les plus respectées, les plus prospères, peuvent basculer dans la folie sous le poids de l'amour, de la trahison et de la rage. Mais reste une question, froide et insidieuse. Clara a-t-elle été une femme brisée par la douleur ou une calculatrice, calme et implacable? Chers spectateurs, merci d'avoir suivi cette affaire jusqu'au bout. Laissez-nous vos avis dans les commentaires. Clara Harris, victime ou bourreau? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouvelles histoires aussi fascinantes que troublantes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.